Bien, si vous voulez bien, on commencer. Je sais il y a un peu la queue en bas, mais on doit respecter un timing. Bon, d'abord, bonjour à vous tous. Bonjour, Madame la Présidente, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je dirais que vous voyez, un président d'Enerplan qui est souriant sur cette université de l'autoconsommation, souriant parce que le sujet, l'autoconsommation et le marché de l'autoconsommation est un marché qui va bien, c'est un marché dynamique, c'est un marché qui s'accélère, c'est un marché aussi qui, on le verra, qui a encore un potentiel énorme. Donc on est dans quelque chose qui est important et je crois que cette université est là pour poser un peu toute réflexion qui permette de faciliter cette accélération et ce développement de ce secteur, je dirais, de manière harmonieuse et avec un souci, je dirais, d'efficacité. Et j'emploie le terme parce que maintenant, c'est un terme auquel il va falloir qu'on s'habitue, avec une certaine efficacité pour le budget de l'État qu'on doit intégrer dans notre réflexion. Alors, quand je vous parlais d'accélération, elle est juste 3 chiffres qui le montrent bien. En 2022, l'autoconsommation, c'était 450 mégawatts de raccordement dans l'année. En 2023, c'était plus d'un giga. Et en 2024, on est sur la base du premier semestre de 1,4 mégawatts, 1,4 gigawatts. Donc, ça y est. Vous vous souvenez, pendant des années, je disais ça va démarrer. Ça a démarré. C'est donc soit en tant que tel une très bonne nouvelle. Je vais rapidement passer sur le potentiel parce qu'on est très content de ces chiffres. Ceci étant, on a encore un potentiel énorme de développement sur l'autoconsommation. Donc c'est pour ça que je vous parlais qu'il fallait assurer un développement harmonieux. Je ne sais pas si vous pouvez montrer là, je regarde la régie, la slide avec tous les drapeaux des pays. Si ce n'est pas le cas, je vais les énumérer. Pardon ? Ah, super. Bon, je vous laisse deviner au jeu des drapeaux qui est où. Ce qui est important dans ce que vous voyez là, c'est, vous voyez que la France, on est toujours en retard. Et on est en retard par rapport à ce qui se fait dans tous les pays d'Europe. Et donc, ça nous laisse, en toute logique, un potentiel de développement très, très important, parce que ça correspond à une logique et ça correspond à une demande des uns des autres. Enfin, la nuance est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément les pays les plus ensoleillés, loin de là, qui ont le plus d'autoconsommation. Simplement, c'est des pays où, manifestement, dès le début, il y a eu une volonté politique de développer ça rapidement. En France, on sait bien, on était plus long à démarrer, mais on est capable de le rattraper, et c'est ce dynamisme-là dont on doit parler. Alors, moi, je suis là pour lancer et ouvrir cette université. C'est donc une occasion un peu d'envoyer des sujets de réflexion qui doivent être débattus, moi, je pense, pendant cette université. La première, c'est de réfléchir. L'autoconsommation a du sens si jamais elle prend de plus en plus de place dans la vie du particulier. C'est-à-dire que une fois qu'il y a de l'autoconsommation décidée chez quelqu'un, plus le pourcentage de l'autoconsommation dans la production solaire qui est faite, mieux c'est. Et mais évidemment pour la personne qui est là, mais je dirais un peu globalement. Donc ça pose des questions. Par rapport, c'est un des sujets permanents qui est maintenant, est-ce qu'on doit aider ou pas à compléter ça par des batteries. C'est un sujet. Et c'est un sujet qu'il faut se poser maintenant parce que beaucoup de pays, et dans tous ces pays-là, sont lancés avec du stockage à côté. Le deuxième point qui peut vous paraître loin, mais qui en fait est très, très conséquent pour tout le secteur des énergies renouvelables, c'est le problème ce qu'on appelle du marché très bas et notamment du prix négatif. Ça peut vous paraître loin, mais c'est évident que tout ce qui permet d'alléger puisqu'on n'a pas encore, je crois, de solution facile pour bloquer les différentes productions de toutes les petites centrales solaires. La question, c'est plutôt, surtout en autoconsommation, de se dire comment on peut encourager à consommer un maximum au moment
où il y a des prix négatifs ou des prix bas. Donc, c'est de savoir est-ce qu'il faut jouer sur le prix du surplus, etc. C'est une réflexion à mener, et c'est un des débats, moi, je vous suggère aussi d'avoir pendant cette université. L'autre question qui est permanente, et c'est un souci d'efficacité, là, on a la chance d'être entouré par Madame Vargon, présidente de la Creux, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut rendre tout le système plus efficace. On a fait des tas de progrès, et moi je dis merci à Enedis, parce qu'il y en a eu des gens avec qui on a pu travailler, mais je pense qu'on doit aller plus loin, parce que toutes ces procédures, tout ce temps passé, c'est de l'argent, et c'est donc quelque chose qui pèse sur l'ensemble, et ça n'a pas d'intérêt. Donc comment aller trouver un processus plus direct, etc. Je pense que la question est loin d'être terminée. Je vais devenir plus général, je pense que c'est un problème global en France, c'est qu'on a des processus administratifs qui sont trop lourds. Enfin, il y a tout de même quand on parle d'autoconsommation, pour l'instant, le vecteur, c'est avant tout l'autoconsommation résidentielle. Il est clair que l'autoconsommation, j'allais dire, professionnelle, elle est... En absolu, on en voit pas mal, parce que des gens peuvent demander l'autoconsommation, mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire en conséquence, en termes de mesure de l'impact là-dedans. Pour l'instant, c'est seulement cocher une case, ça va pas plus loin que ça. Nous, on pense, c'est vrai que quand il y a un marché bas, ça incite pas forcément les professionnels à être actifs là-dedans. Là encore, il y a une réflexion à avoir de savoir comment on peut plus encourager l'augmentation et donner une vraie dynamique à cette autoconsommation professionnelle. Et notamment, il y a quelque chose qui, à mon avis, est mal réglé actuellement. Ça, c'est un sujet qu'on a régulièrement avec Enedis, mais on ne désespère pas de trouver des solutions. C'est le rôle du tiers investisseur qui, actuellement, n'est pas reconnu au niveau du contrat de raccordement et du contrat avec EDF-OA. Ça complique et ça joue certainement sur le moins de grand dynamisme du secteur. Et enfin, il y a l'autoconsommation collective. Je pense qu'actuellement, je crois que j'ai entendu parler de 500 projets à l'échelle de la France. C'est très peu. Donc on doit certainement, là aussi, pouvoir en faire beaucoup plus. C'est-à-dire que le système actuel est encore complexe. Il y a des évolutions. On va allonger la boucle, il y a un certain nombre de facteurs, mais il y a des questions de turp, il y a des questions à débattre là-dessus. Si on veut vraiment encourager l'autoconsommation collective, ça, je pense que c'est un débat qu'on doit avoir bien évidemment avec la Creux et le ministère, la DGEC, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour dynamiser ce secteur. Enfin, il y a ce problème, mais qui est lié un peu à ces deux phénomènes, les appels d'offres qui, objectivement, pour l'instant, ne prospèrent pas. Mais globalement, on est sur la bonne voie. On a du potentiel. Donc je dirais que c'est quand même ce qu'on a de temps de plus pour un secteur économique. Donc je vais vite parce que tout le monde, on est un peu en retard sur la matinée. Je vais laisser maintenant la parole à Madame la présidente de la Creux, en profitant quand même pour la remercier pour ce qu'elle a apporté dans la Creux et en indiquant quand même, c'est peut-être l'occasion de le dire, que nous avons des très bonnes relations de travail régulières avec la Creux, qui permet à la fois d'échanger. Pour nous, c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'on a un autre œil et ça permet de valider ou pas nos idées, de se dire elles peuvent prospérer ou pas. Mais dans tous les cas, pour nous, c'est un changement un peu fondamental par rapport à une époque où la Creux était un peu pour nous une boîte noire, et elle l'est plus. Et je tiens vraiment à vous en remercier. Je vous laisse la parole, Madame la Présidente. Monsieur le Président, cher Daniel Bourg, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de cette invitation. C'est effectivement un plaisir pour moi d'intervenir dans cette 7e université de l'autoconsommation photovoltaïque et d'intervenir avec cette casquette que je porte depuis 2 ans
de présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, on est dans un contexte où cette bataille pour les accords climatiques, elle n'est pas vraiment gagnée. Hier encore, l'OPEP annonçait que la sortie des énergies fossiles était un fantasme. Donc ça montre le chemin qu'il nous reste à parcourir tous ensemble pour changer les mentalités partout dans le monde et pour accomplir cette transformation nécessaire. Alors nous avons la chance en Europe et en France de porter des ambitions climatiques ambitieuses. Je pense que nous le savons tous ici, nous n'avons pas le choix pour limiter le réchauffement au maximum et essayer de laisser une planète vivable aux générations futures. Je le dis parce que la CRE, qui est un régulateur technique, un régulateur économique, a dans sa réflexion stratégique décidé de porter vraiment cette vision et cet objectif au cœur de ses actions. Et donc nous sommes là à la fois pour faire en sorte que économiquement, les marchés de gros et de détail d'électricité et de gaz fonctionnent bien. Et nous sommes là aussi pour que la transition écologique dont nous avons impérativement besoin puisse se produire. Et nous sommes, je crois aussi que nous le savons tous, à un moment décisif sur le chemin de la décarbonation de notre société. Les enjeux, on les connaît. Baisser la consommation, en général, en valeur absolue, la consommation d'énergie, sobriété et efficacité. Verdir le gaz et la chaleur, en allant vers du biogaz et de la chaleur décarbonée, et électrifier massivement les usages. Le tout, et c'est probablement le plus difficile, avec un rythme soutenable et un panel d'incitations et de contraintes qui permet à chacun des concitoyens de se retrouver dans cette transformation. Et c'est là que l'autoconsommation est, à mon avis, un élément extrêmement important. Alors, la première grande vertu de l'autoconsommation, c'est de permettre de développer une capacité de production additionnelle aux installations photovoltaïques plus classiques, qu'elles soient au sol ou sur bâtiment. Alors que la filière s'est développée lentement jusqu'à présent, vous le disiez, Monsieur le Président, on a vu un vrai changement pendant la crise énergétique, aussi à cause, il faut le dire, des prix très élevés de l'électricité atteints en 2022 et 2023. 2023 est une année record pour la filière, avec un doublement du nombre d'installations raccordées par rapport à 2022. Nous dénombrons à peu près l'équivalent de 3 gigawatts de puissance installée en autoconsommation individuelle et 450, donc on n'est pas loin des 500, opérations d'autoconsommation collective qui sont portées majoritairement par des collectivités locales. C'est important, c'est significatif et ça a vocation à se développer et à contribuer à atteindre les grands objectifs de la PPE de 75 à 100 gigawatts de capacité solaire installée dès 2035. La deuxième vertu de l'autoconsommation, c'est le changement de comportement des particuliers, de tous ceux qui se lancent dans cette démarche vis-à-vis de l'énergie. Et c'est à mon avis aussi important que le développement des capacités. Dès qu'on autoconsomme, on n'a plus du tout le même point de vue sur les sujets électriques et énergétiques. On s'intéresse à son profil de consommation, on devient un acteur qui en fait se responsabilise et ça mène en général à une réflexion sur les usages. Donc l'autoconsommation, bien sûr, c'est de la production d'abord, mais c'est aussi une réflexion personnelle sur son profil de consommation, quelle consommation d'électricité et quelle électrification possible. Et donc ça va avec le développement des voitures électriques, ça va avec les changements de mode de chauffage notamment. C'est en fait une vraie manière de rentrer dans cette espèce de poncif qui est le consomme-acteur, dont on parle depuis des années, et qui se produit en fait d'autant plus qu'on devient à la fois producteur et autoconsommateur. Alors tout ceci s'est développé dans une période qui était une période difficile pour la filière PV. On en a abondamment parlé à la CRE avec tous les représentants de la filière, autoconsommation, mais pas seulement. Moi, je voudrais saluer les efforts qui ont été faits collectivement par les pouvoirs publics, la CRE en tant qu'expert, mais aussi, bien sûr, la DGEC et les ministères. Face à la crise, beaucoup d'ajustements ont eu lieu sur l'indexation, sur les prix et sur l'inflation, sur la réouverture d'un certain nombre de paramètres dans les appels d'offres, dans les arrêtés tarifaires qui ont permis de passer la crise. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, la CRE a publié, il y a à peu près une semaine ou deux maintenant, un bilan intermédiaire des appels d'offres, donc on n'est pas uniquement sur l'autoconsommation, bien sûr, en matière de solaire et d'éolien, les appels d'offres de la PPE2. Donc on a regardé ce qui s'est passé sur les périodes 21-23, sachant qu'on est à mi-chemin
des appels d'offres notifiés à la Commission européenne sur la PPE2, puisqu'on avait une période qui courait de 2021 à 2026. Et les enseignements sont assez intéressants. On a bien appelé la moitié des volumes prévus. 28 gigawatts de puissance prévus pour être appelés, 14 gigawatts de puissance mis ouverts aux appels d'offres. On n'en a retenu qu'un tiers, puisqu'on en a appelé 14, mais on en a retenu 10. Alors, beaucoup d'appels d'offres ont été difficiles ou peu fructueux pendant la crise. On a eu aussi des problèmes techniques. Vous vous souvenez de l'épisode des garanties qui est derrière nous. Mais il n'empêche que du coup, on a moins de puissance qui s'est présentée et qui a pu être retenue que de puissance appelée. Et surtout, on a une interrogation sur les prix du PV. Vous le savez, je vais le redire ici. Les prix du PV ont beaucoup monté pendant la crise. On peut le comprendre. Le problème, c'est qu'ils ne redescendent pas. Et donc, on trouve une stabilisation des prix dans les appels d'offres, autour de 70, parfois 80 euros du mégawattheure, alors qu'en théorie, l'inflation est maintenant maîtrisée et que surtout le prix des panneaux solaires a beaucoup baissé. Et donc, on a une question qui est une question ouverte pour toute la filière, de savoir quel est le prix de stabilisation. Et cette question, elle se pose avec un peu plus d'acuité que d'habitude dans une période budgétaire dont je ne vous apprendrai pas qu'elle est très contrainte. Et donc, dans une période où le budget de l'État cherche le juste réglage pour le juste soutien aux énergies renouvelables, on a cette question devant nous. Vous avez signalé, Monsieur le Président, je vous en remercie, que les relations de travail sont fructueuses entre la CRE et la communauté, à la fois des développeurs photovoltaïques et même sur le sujet de l'autoconsommation. C'est vrai qu'on s'est dit depuis quelque temps qu'il fallait vraiment qu'on embrasse ce sujet de l'autoconsommation, qu'il existe, qu'il est important. Sur l'autoconsommation individuelle, à la fois parce que c'est une source de développement et à la fois pour les raisons que je vous indiquais, parce que je pense que c'est une bonne manière de faire toucher du doigt à chacun la transition écologique, et sur l'autoconsommation collective, parce que ça peut être un élément très important d'un projet de territoire dans lequel vous avez de la production, des changements de comportement, là aussi, un engagement de collectivité et d'un collectif qui a envie d'être vraiment acteur de cette transition. Et donc, nous avons un rapport qui fait un peu un bilan et qui ouvre des perspectives sur l'autoconsommation en gestation, depuis maintenant un certain temps. Alors, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on fait un gros effort de transversalité en interne de la maison, puisqu'on peut prendre le sujet par les mécanismes de soutien, on peut prendre le sujet par les réseaux. En fait, les deux sont importants. Je dirai un mot des réseaux dans 30 secondes. Et donc, ce rapport a pris un peu de temps à être produit, mais on devrait pouvoir le sortir début d'année prochaine. Et je pense que ce sera l'occasion d'avoir un dialogue fructueux avec la filière sur où on en est, quels sont les acquis, quels sont les défis et comment les relever. J'ai bien entendu dans votre discours les sujets de simplification, d'amélioration des process, peut-être de capacité à être un petit peu plus fluide, un petit peu plus ouvert sur un certain nombre de choses. Le challenge est entendu, on verra comment on y répond. J'arrive maintenant à la question des réseaux. C'est l'actualité de la CRE en ce moment. Nous sommes en train de renégocier, enfin de définir plus précisément le TURP, donc le tarif d'utilisation des réseaux d'électricité pour la période 2025-2028. Les réseaux sont sous une pression extrêmement forte, pression positive, puisque développement de la production, développement de la consommation prévue dans nos grandes trajectoires de décarbonation égale plus de réseaux. C'est vrai pour Enedis, c'est vrai pour RTE. Enedis a multiplié par 2 ou par 3 son volume de raccordement chaque année. RTE a devant lui les grands raccordements de l'éolien offshore, le renforcement du réseau actuel avec l'amélioration de la structure du réseau haute tension, et puis plus de maintenance parce qu'il faut entretenir les lignes et parce que pour Enedis comme pour RTE, nous avons des grands enjeux d'adaptation au changement climatique. On a donc des besoins de financement importants chez les deux gestionnaires et nous sommes en train d'en discuter avec eux extrêmement précisément pour là aussi trouver le point d'équilibre et trouver le point d'équilibre aussi en matière de qualité de service parce que ces gestionnaires sont sur le chemin critique de la réussite, notamment pour la production via le raccordement, et on y est extrêmement sensible. Alors sur l'autoconsommation, on a quand même fait pas mal de progrès. Je pense qu'il faut saluer le développement de Linky, qui permet quand même de raccorder automatiquement sans avoir besoin d'intervenir tout particulier qui souhaite passer à l'autoconsommation.
et les efforts de développement des systèmes d'information d'Enedis. Tout ceci permet d'accueillir rapidement les installations avec la téléopération, de faciliter le comptage et la courbe de charge. Et nous continuons à suivre ce sujet extrêmement précisément. Vous avez cité dans votre introduction, Monsieur le Président, le sujet du stockage. Je pense que c'est effectivement un sujet sur lequel il faut qu'on ait une réflexion. Quelle est la vision de la cible ou des cibles entre autoconsommation, c'est-à-dire production chez les individus, potentiel stockage ou véhicule to grid et lien avec la voiture électrique. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on pourra continuer à réfléchir. Reste évidemment le débat autoconsommation et contribution au réseau, qui est un débat ancien, délicat. Donc là, la position de la CRE, je vais la redire. La CRE encourage l'autoconsommation, pas d'ambiguïté là-dessus, et considère qu'il est nécessaire que les installations continuent à payer le coût d'utilisation des réseaux pour l'utilisation qu'elles en font. Et on arrive à la question qu'on va traiter en partie dans ce TURP, qui est comment tarifer correctement, justement, une utilisation qui est plus une utilisation assurantielle. Plus vous autoconsommez, moins vous allez chercher d'électricité via le réseau. Mais à un moment, il faut que le réseau soit disponible pour vous parce que vous pouvez avoir un problème d'installation, parce que vous en avez besoin la nuit s'il n'y a pas de stockage, parce que vous pouvez avoir une pointe de consommation. Et donc, à la fois, vous n'avez pas tant besoin du réseau en routine, et à la fois, vous avez besoin qu'il soit là comme si vous vous en serviez 24 heures sur 24, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, le réseau vous sert aussi à injecter. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre j'autoconsomme, donc j'ai plus besoin du réseau, donc j'ai pas envie de payer, et le réseau, on a toujours besoin qu'il soit là, et donc il faut bien qu'il soit financé, et il faut qu'il soit financé par tous les utilisateurs. C'est la question qu'on traitera évidemment dans le rapport dont je vous parlais. Pour conclure, voilà, je voudrais vous redire que nous sommes convaincus que l'autoconsommation a un rôle à jouer dans la transformation, que ce n'est pas un sujet périphérique, que c'est un sujet important et qui va se développer. Vous montriez les chiffres de développement en Europe, ça veut dire, et qu'on a beaucoup de marge. Vous avez cité l'Europe. On a des endroits aux États-Unis où c'est extrêmement développé. On a des endroits en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc il n'y a pas que l'Europe. Donc l'Europe a des objectifs ambitieux, mais l'Europe n'est pas toujours le meilleur élève, et la France n'est pas toujours la meilleure élève au sein de l'Europe. Que l'autoconsommation, c'est aussi une manière pour nos concitoyens de maîtriser leurs factures, et que c'est un point important, je crois qu'ils ont bien compris depuis la crise. Et donc ce sont des entreprises, des collectivités, des citoyens qui finalement seront aux avant-postes des évolutions des usages et qu'on a un lien évident avec la voiture électrique et avec la flexibilité. Donc vous pouvez compter sur la CRE pour accompagner la filière. Vous pouvez aussi compter sur la CRE, évidemment, pour l'accompagner de façon exigeante. Notre rôle, l'un de nos rôles principaux, c'est la protection du consommateur. La protection du consommateur, ça ne veut pas dire que le consommateur paye forcément le moins possible, ça veut dire que le consommateur paye le juste prix qui lui permet aujourd'hui, demain, après-demain, à long terme, d'avoir le meilleur service possible et d'accompagner cette transition dans les meilleures conditions pour lui. Donc je sais que nous partageons cet objectif. Le diable est dans les détails, mais on va y arriver. Merci beaucoup.